Corse, avec ses rivages de roches empilées, de roches hérissées face aux vagues, avec ses sentinelles de pierre dressées au bout de pointes tortueuses, offre aux navigateurs qui l'accostent un visage bien rude, difficile et escarpé. L'île paraît alors sauvage, hostile, avec des lignes déchiquetées, avec des rochers coupants et des chaos inextricables, qui semblent le fruit de terribles convulsions, de luttes infernales entre les éléments, l'eau, le feu, la terre. Certes, la mer a poli les premières lignes de côte, amenant ainsi un peu de douceur dans ce paysage minéral. Mais il reste dans l'ensemble chaotique et désordonné, à l'image d'un vaste éboulis. L'île justifie alors pleinement son titre de « montagne dans la mer », elle qui se dresse comme une forteresse inabordable, avec sa première enceinte comme effondrée, disloquée par les flots. Regarde-moi ça, tous ces rochers. Il faut toujours que tu m'emmènes dans des endroits improbables. Et puis ce phare, on dirait un phare du bout du monde. Eh bien, on est au bout du monde. Hein. Regarde, on est sur ce beau promontoire. Hein. Et le promontoire, eh bien, c'est un point de repère pour les navigateurs à l'époque de l'Antiquité. Et aussi, ce sont des lieux de culte. Tiens. On invoquait les dieux Poséidon à Cap-Sounion, tu vois, Astarté à Eryx, et aussi Cap Sarago dans le Cap Corse, tu vois, des lieux sacrés. Mais je me demande, comment est-ce qu'on faisait avant la construction des phares? Eh bien, il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait se repérer à des promontoires, à des amers. C'était difficile la navigation, parce qu'il fallait maîtriser beaucoup de choses. Il fallait maîtriser aussi l'astronomie, parce que c'était fondamental pour la navigation. Parce que les Phéniciens, eux, ils regardaient l'étoile polaire, la petite ours. Ouais. On l'appelait la phénicienne. Et les Grecs, eux, non, la grande ours. Ah, ils n'avaient pas la même étoile? Ah non. Ulysse, lui, eh bien, quand il regardait la grande ours, quand il a laissé à droite, il allait à l'ouest et à gauche à l'est. Et ouais, c'était un bon navigateur quand même. Mais j'imagine que les bateaux devaient être durs à manœuvrer avec ces rames-là. Et ouais, parce qu'il y avait des rames, il y avait deux rameurs des fois à chaque rame. Ouais. Puis en plus, il y avait des voiles carrées, et c'était pas facile à naviguer. Des fois, quand il y avait des tempêtes, eh bien, les bateaux, les galères, ils se fracassaient sur les rochers. Donc, j'imagine qu'on a commencé à construire les phares quand les bateaux sont allés plus vite avec des moteurs à vapeur et des hélices. Voilà, en gros c'est ça, mais il y avait quand même quelques phares pour indiquer la présence d'un port. Et donc la nuit, de temps en temps, on mettait des feux sur les phares. Comme ça, les navigateurs pouvaient voir où était l'entrée du port. Et on longeait les côtes et on pratiquait le cabotage la plupart du temps. Eh oui, parce qu'en fait, il fallait avoir de l'eau. Parce qu'imagine-toi, les rameurs... Oh, c'est soif. Voilà. Donc, et puis, tiens, il y a Ulysse, il avait une trière, un pantécantor, avec 50 rameurs. Donc 50 rameurs, un rameur, il buvait au moins 5 litres d'eau. Ah oui. Donc ça fait à peu près 250 litres. Waouh, 50 rameurs, ça fait déjà un gros bateau, ça, non? Ouais, mais il y en avait des plus gros. Il y avait les grosses trières grecques, c'était 170 rameurs. Voilà. Ouf, mais ça fait quoi? Ça a plus de 800 litres d'eau par jour? Oui, à peu près. Donc t'imagines, les bateaux, il fallait une grosse cargaison en eau. Et donc, eh ben, ils étaient obligés de faire du cabotage et d'aller chercher de l'eau. De s'arrêter souvent. Et ensuite repartir. Mais du coup, ils en profitaient pour explorer des terres inconnues. Et voilà, ouais, c'est bien ça. Ulysse, il est arrivé un peu partout. Il arrivait sur le littoral et il allait voir un peu. Il y avait des belles aventures. Des fois, il faisait de belles rencontres. Et des fois, malheureusement, eh ben, il en faisait des mauvaises. Ah, il y avait des combats. Et ouais, il y avait des combats un peu partout. Il y avait plein de choses qui se passaient à l'époque. C'est vrai qu'on dit qu'Ulysse est venu par ici et qu'il a franchi le détroit de Bonifacio. Ouais, et il aurait même perdu la moitié de sa flotte ici. Wow. Ouais, ça, c'est ce qu'on raconte, ce que dit Homère. Il dit aussi d'ailleurs que Ulysse, eh ben, il arrivait de temps en temps et il envoyait il arrivait sur le littoral, il mettait son bateau dans une cale. Ensuite, il envoyait quelques éclaireurs, une escouade, et après, parce qu'il s'y faisait, eh ben, il pillait et il violait même les femmes. Voilà. Et puis ces pirates qui devaient profiter de ces lignes maritimes pour sauter sur les navires. Et ouais, puisque la piraterie existe depuis qu'il y a du commerce. Donc Ulysse était un pirate. On peut le dire, tu vois, Homère, il dit qu'il a fait de belles choses, mais Pas que. pas que. Mais bon, c'est l'époque qui le voulait. Ouais. En tout cas, cet endroit, c'est vraiment incroyable. Regarde ces rochers, c'est fou. Eh ouais, c'est beau, tu vois, je t'amène dans des beaux coins. Ouais.
L'enclave calcaire de Bonifacio, à l'extrême sud de l'île, est encadrée d'un paysage granitique au relief plutôt doux. De longues langues de terre couvertes de maquis denses et entaillées de petites criques presque mystérieuses. Elles sont souvent peu profondes et difficiles d'accès, offrant alors un paysage sauvage et préservé d'une incroyable beauté. Tant de souvenirs. Ça, c'est mon grand-oncle qui l'avait récupéré au large des Broutes en 1870. Il était corailleur. C'est magnifique. Eh bien, la branche de corail de tonton, la plage de corail, là franchement, Paul, tu fais fort. Hein. Eh, Mais bon, moi, je m'attendais à voir une plage quand même un peu plus colorée, hein, qui ressemble un peu plus à ça. Hein. mais bon, la plage de corail où nous sommes, c'est pas vraiment du corail. En fait, tu t'imagines pas avoir des branches partout comme ça qui vont être disposées sur tout ce sable. Hein. Pourquoi pas? Ben, on l'appelle comme ça parce que si tu veux, ici, régulièrement, tu vois, il y a des vaguelettes de sable de la même couleur qui tapissent ce sable blanc. Mais ce sont des fragments de coraux alors? Non, pas vraiment. En fait, ce sont des micro-organismes qui vivent au fond de la mer et qui vivent sur les Posidonies. Et quand ces micro-organismes meurent, ils vont venir s'échouer ici sur ce sable. D'accord, donc ce ne sont pas de vrais morceaux de corail. Mais non. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais toi avec une si grosse branche dans ton sac? Ben, ça, c'est la branche de tonton André déjà. Et puis moi, je la garde tout le temps avec moi, que ce soit en montagne et surtout en mer, parce qu'elle me protège du mauvais œil et aussi des naufrages et des tempêtes. Oh mais dis donc, il y a quand même quelque chose de plus facile à transporter, hein, regarde. Le poing fermé ou la main faisant les cornes. Ouais, Et ça, c'est le cadeau qu'on offre, selon une vieille tradition méditerranéenne, qu'on offre aux nouveau-nés à la naissance. oui. Mais bon, la branche tout entière comme ça, en guise de porte-bonheur, je t'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, mais ça, c'est tout petit. Alors que moi, plus c'est gros, en fait, et plus ça te protège. Ah, tu crois? Eh oui, parce que la mer est dangereuse. Mm. Tu sais que souvent, les marins, surtout les capitaines de vaisseaux, de bateaux, ils avaient toujours un gros morceau de corail et ils le plaçaient en dessous du mât, en fait, pour les protéger contre la foudre, contre les tempêtes et les naufrages. Ah bah dis donc, bah, le capitaine de la Sémillante n'y croyait pas, ou du moins n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Hein. Ouais, ben lui, plutôt, il ne devait pas en posséder et surtout, il n'avait pas prévu d'emmener du corail à bord. Non, c'est sûr. Voilà, il a fait la grosse erreur. Ouais, mais tu sais que, normalement, tous les gens des mers ont du corail, soit dans les poches, soit dans les bourses, pour les protéger contre la sorcellerie. Ouais. Et les Indiens d'Amérique, eux, vénèrent ce corail. Et oui, puisqu'ils disent que ça symbolise en fait l'énergie de la force vitale et que le corail les protège contre les mauvais chamans. Ah bah dis donc, là, tu me sembles prêt à affronter toutes sortes de choses. Chaman, tempête. Ah oui. Waouh. Mais tu sais comment il s'est formé au fond des mers? Comment en fait, ce sont des milliers d'animaux qui ont composé les branches. Ouais. Ouais, ça met énormément de temps pour donner une branche de cette taille. Tu connais la méduse? La méduse, ouais, celle qui pétrifie les gens quand on la regarde. C'est ça, l'horrible monstre marin qui avait la chevelure entrelacée du Oui. serpent. Et elle pétrifiait les humains rien qu'en les regardant. Hein. Eh bien, on dit que Persée, lorsqu'il lui a tranché la tête, eh bien, le sang de la méduse se serait répandu dans la mer et en entrant en contact avec les algues, les aurait pétrifiées en leur donnant la couleur du sang. Donc, le corail, ce sont des arbrisseaux à la couleur du sang. Ouais, mais elle a dû en avoir beaucoup du sang, des centaines d'hectolitres. Hein. Ouais. Ah oui, mais il paraît qu'il y a une forte activité de pêche au corail dans le coin. Ben, ici, on est vraiment dans une zone où on a eu beaucoup de corail. On est dans l'extrême sud de la Corse, il y a Bonifacio, Pianout et les Rocapines. Et il y avait une forte activité, il y avait beaucoup de corailleurs. Hein, et puis à l'époque, ils utilisaient en fait une méthode assez particulière qui était la croix de Saint-André. Wow, très destructrice. Ouais, et qui était une méthode antique aussi. Hein. Donc en fait, ils assemblaient des cordes, tu vois, ils faisaient comme de longues cordes, et qui étaient reliées à une grosse croix de bois. Ouais. Et ensuite, avec les bateaux, hein, ils raclaient le fond, si tu veux, et la croix tournait, et elle arrachait sur son passage les coraux. Et oui, après, ils les remontaient
et à bord et récupérer le corail. Mais il devait avoir beaucoup de pertes. C'est sûr qu'il y avait des pertes. Mais ensuite, la croix de Saint-André, elle a été, on va dire, interdite. Hein, et par la suite, on a utilisé des méthodes plus simples, comme la plongée directement. Ouais. Donc dans les années 50, ici, on trouvait du corail à 40 mètres. Hein, donc c'est bon. Il fallait avoir une bonne forme physique, mais bon, 40 mètres, c'était correct. Aujourd'hui, pour trouver du corail, il faut descendre à 90, voire 100 mètres de profondeur. Ouf, c'est dangereux ça. Ah oui, c'est très dangereux. Et puis bon, après, on ne descend pas comme ça à 90 mètres en dessous de la mer. Hein. Donc c'est très long, il faut descendre. Temps de descendre, il faut trouver le corail, il faut repérer. Et tu n'as pas beaucoup de temps en dessous, tu as 10-15 minutes. Et après, il faut vite remonter. Enfin, vite non, parce que si tu remontes vite, tu peux rester directement au fond de la mer. Waouh. Et ouais, il y a tous des paliers de décompression, c'est très long. Et en gros, il faut presque 2 heures pour remonter. Ah ouais. Ouais. C'est pas une mince affaire cette pêche au corail. Hein. Ouais, mais en tout cas, moi j'ai ma branche. Tu m'en donnerais un petit bout, juste la petite pointe là pour me faire une autre corne. Ça va pas, non, la branche de tonton, ça je la garde, c'est la mienne. Un petit morceau. Ah, puis, non. Tu peux pas la mettre là, non? Comment? Pas très Les discret. richesses, on les montre. Non, c'est trop gros. Non, c'est classe, avec un bleu de Chine. Daguet. Très chic. Quelle étrange attirance pour ce produit de la mer, vénéré chez bien des peuples, de l'Atlantique à la mer de Chine, comme une matière magique. Il faut bien avouer que le corail est véritablement un matériau curieux. Considéré pendant très longtemps comme appartenant au règne végétal, une sorte de plante aquatique entre l'algue et l'éponge, ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que la science a découvert que le corail était en réalité un exosquelette, celui de milliers de petits animaux nommés polypes, vivant ainsi en colonies agglutinés les uns aux autres. Mais cette découverte n'a en rien remis en cause les vertus supposées de la matière, appréciée tant pour sa beauté que pour ses pouvoirs protecteurs. C'est donc en toute quiétude et fortement protégé contre les sorcières et autres forces maléfiques que Paul et Karine s'avancent sur ce littoral enchanteur et sauvage, un morceau de côte qui marque le début de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, sur son versant occidental. Comme c'est beau ici, on est vraiment dans un petit coin de paradis. C'est magnifique cet Et en endroit. plus, ça sent bon. Ça sent le maquis. Ouais, toutes ces essences là mélangées, le myrte, le lentisque, le genévrier. Et par-dessus tout, là, il se dégage une odeur d'immortel. Regarde comme c'est beau. On est carrément dans un champ d'immortels. Ah ouais, et puis les mortels aiment bien ces zones-là, un petit plateau avec cette arène granitique. Elle pousse là entre les pierres. Elle va pas pousser sur les gros cailloux. Hein. C'est dommage, il n'y a pas ces fleurs. Elle sent quand même, hein. Ah ouais, j'adore. Ça sent bon, hein. Oh, j'adore ce parfum. Ça sent trop bon. Quitte petit Chanel, hein. Tu sais que régulièrement, je l'utilise. Hein. Je prends les feuilles comme ça et je me badigeonne le corps. Je fais mon parfum personnel, le parfum d'Helichrysum italicum. C'est ça ton petit secret, Paul. Eh oui, Helichrysum. Tu sais pourquoi? Hélios, le soleil, et Chrysos, l'or. Parce qu'en fait, l'immortelle, elle a des fleurs toutes jaunes. Jaune. Hein, et qui ressemblent à des petits soleils couleur or. C'est vrai qu'elle porte bien son nom, hein. Et on l'utilise aussi en cosmétologie pour préparer des crèmes anti-rides. D'où son surnom d'immortelle, parce qu'elle répare les lésions cutanées. C'est ça, et elle a toujours été utilisée. Hein. Autrefois, les charcutiers, enfin les éleveurs de porc, l'utilisaient pour brûler la soie des cochons, hein, les poils des cochons. Et après, ils devaient faire de la charcuterie. On l'utilisait aussi pour les fromages. On mettait de l'immortelle sur les fromages. Ça faisait partir les insectes. Et il y avait d'autres usages aussi. Tu sais, à Bonifacio, il y a eu plusieurs épisodes de peste. Hein. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait beaucoup de mortalité, hein, et ça sentait le cadavre dans la cité, on faisait beaucoup de feux. Hein, d'immortels, et puis ça sentait,
Ça couvrait l'odeur des cadavres. Oh ouais. Et aujourd'hui, on l'utilise, des produits qu'on utilise sur la peau, sur le corps. Tu parlais de rides, mais on l'utilise aussi sur les contusions. Tu vois, lorsque tu te mets un coup, tu tapes sur un rocher, ben, tu as ton petit flacon d'Immortel et tu fais un petit massage. Et après, tu n'as plus de douleur. Ça calme les bobos. En tout cas, ça sent super bon. Ouais. Moi, je crois que je vais faire une petite pause là. Et m'imprégner de cette odeur. Comme ça, après, les inzales, elles vont pas me prendre le sang. Oh là là. S'ils éloignent les moustiques, ça m'intéresse. Petit lit d'Immortel. Oh. Oh. Eh, Eh ben dis donc. Oh, ça te réussit pas, hein? T'es sûr que tu fais pas une allergie? Non. Dans ces zones au relief doux et harmonieux, la mer parfois s'engouffre bien loin, au milieu des terres, formant de longues et étroites baies. Ces rades ont depuis toujours été privilégiées pour l'installation des ports, car elles offrent une protection naturelle face aux tempêtes, mais aussi des chéneaux faciles à défendre en cas d'invasion ennemie. On retrouve alors, à l'entrée de ces voies maritimes, édifiées sur des rochers en position dominante, les fameuses tours génoises, si caractéristiques du littoral insulaire, avec leur forme cylindrique, légèrement évasée à la base, leur cordon central, leur porte aérienne, jadis accessible par une échelle, et leur terrasse crénelée. Moi, je l'aime bien, ce petit chemin côtier au milieu de la végétation. Ouais, et c'est sympa. Ouais, au milieu des genévriers. Et de temps en temps, tu as des rochers qui sortent de nulle part, avec des formes extravagantes, bizarres. C'est vrai qu'ils ont de drôles de formes. Et là, la tour blanche d'Olmette. Oh, elle est jolie, hein? Ouais, magnifique. Elle résiste depuis des années, des siècles. Ouais, regarde. Elle est particulière celle-ci, puisqu'elle conserve en fait tout au long du à la chaux. On le retrouve un peu partout dans les cités de l'époque, la cité de Bastia, la cité de Calvi et aussi la ville de Bonifacio. Elles étaient toutes blanches, comme la tour. Jolie, hein? Ouais. Et là, celle-ci, elle conserve aussi là-haut les créneaux, les bretèches et aussi le mâchicoulis qui servait à faire des tirs figeants, à l'arbalète ou aussi au mousquet. Et donc, ça fait partie des tours qui ont été construites vers la fin du XVIe siècle, c'est ça? C'est ça, fin du XVIe, début du XVIIe, sont les dernières phases de construction que les Génois ont mis en place. Et la tour d'Olmette avec la tour de Caldaril, ce sont les dernières tours édifiées en Corse. Alors, elle est certes très belle, hein, mais alors elle est comme toutes les autres tours de l'île, la plupart du temps toute seule, paumée au milieu des rochers, et toute seule surtout face au débarquement des galères ennemies. Ben ouais, en fait, il y avait 3 torrigianes, peut-être moins, peut-être 2, et c'est vrai que 3 face à un navire, ou voire 2 ou 3, ils ne servaient pas à grand-chose, si ce n'est qu'ils servaient à prévenir la population de l'arrivée de ces pirates. Donc ils mettaient 2-3 coups de canon pour prévenir la population, et s'ils le pouvaient, ils pouvaient fuir. Ou alors, la dernière solution, c'était de s'enfermer à double tour dans la tour. Je les imagine, en train de grelotter de peur. Quel stress! Et ouais, parce que sinon, ils étaient tués directement. Ou alors, ils finissaient leur vie à ramer dans les galères. Bah, dis donc. Ouais, en tout cas, elle est bien jolie à côté de ces rochers, hein.
Ouais. Moi, je l'aime bien. Mais c'est fou quand même, regarde toutes ces formes. Waouh. Incroyable. C'est bizarre. Tuc, 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 tuc. Regarde. Les cailloux poussent. Regarde ça. Ça te fait penser à quoi? Avec un peu d'imagination. Je sais pas celui-là. Alors ça, c'est la bouche d'un poisson. Et on lui a enlevé la mâchoire inférieure. Tu vois? Et là, tu as le museau. Et là, tu as tout le corps. Enfin, un poisson préhistorique. Hein. Ouais, pas de notre ère. Hein. Ouais. Là, tu as une espèce de forme de dinosaure, enfin, des morceaux, des bouts. Enfin. On dirait un petit agneau là-bas. Ouais, enfin, si tu veux. Et là, regarde. On dirait un pied, mon pouce. Regarde, Un pied. il faut s'imaginer les choses. En fait, tu vois toujours des dragons, des dinosaures et des trucs comme ça dans les rochers. Hein. Mais tu peux pas être un peu romantique des fois? Et romantique, tu veux que j'imagine quoi? Des donzelles, non? Des pierres. Non? Tu sais, à voir ces rochers, ça me fait penser à une histoire que m'a racontée un jour un vieil oncle. C'était il y a très longtemps, à l'époque où les Maures régnaient en maître sur les mers. Eh bien, ils faisaient souvent escale sur les rivages de Méditerranée et en Corse. Et ils profitaient alors de ces haltes pour piller et radier. Et c'est ainsi qu'il y avait un campement Maure, pas très loin d'ici, hein, qui s'éternisait un petit peu, parce que d'habitude, ces barbares frappaient puis se retiraient. Mais là, ça faisait au moins 2 semaines qu'ils n'avaient pas bougé. Et chaque jour, ils lançaient leurs attaques meurtrières en direction des villages voisins et puis revenaient. Mais un jour, le seigneur qui habitait au-delà des collines a été prévenu de leur présence et a décidé de les attaquer un soir. Alors il a réuni une troupe d'hommes bien forts Petite et armée. les a attaqués une nuit sans lune. Alors, ils ont été pris par surprise, donc ils ont été très rapidement vaincus et ils se sont enfuis à bord de leurs embarcations. Sur place, les hommes ont découvert les statues précieuses d'églises dévalisées et surtout de nombreux captifs des villages voisins qui gisaient de partout, lourdement enchaînés. Et dans une tente, écoute bien, ils ont trouvé 6 magnifiques jeunes filles. Elles étaient fraîches et belles et elles portaient des soieries inconnues et ne parlaient pas notre langue. Alors les gens ont pensé évidemment qu'elles venaient de très loin. Leur grande beauté fit rapidement tourner les têtes et les hommes ont demandé à ce qu'elles fassent partie du butin. Donc chacun a réclamé sa part. Là, on a cru à une émeute. Mais heureusement, écoute, il y avait des moines qui étaient là. Ils se sont fait protecteurs des jeunes filles. Et il a donc été décidé qu'elles suivraient les moines jusqu'à leur monastère et qu'on déciderait de leur sort plus tard. Donc elles sont parties avec les moines. Et dès qu'elles ont été suffisamment loin du campement, ils ont tourné le dos au monastère et ont pris un chemin littoral inconnu, menant nul ne sait où. Après plusieurs heures de marche, les jeunes filles ont compris que les moines leur réservaient un sort funeste. Et elles se sont mises à prier leur Dieu, tout en continuant sur ce long chemin tortueux. Et soudain, la mer s'est déchaînée. Une tempête énorme a éclaté et le sentier a été complètement englouti sous les flots, ainsi que la petite troupe. On n'a plus jamais entendu parler de ces moines et des jeunes filles. Certains pensent qu'ils ont été entraînés au large. Et d'autres voient dans ces rochers les formes pétrifiées des moines et de leurs jeunes victimes, agenouillées comme pour demander grâce aux éléments. Ouais, enfin, toi, tu me parles de romantisme, des dinosaures. Les dinosaures, ça fait peur. Là, il n'y a rien de romantique. Des morts et des moines. Et en plus de ça, les moines, maintenant, je vais en avoir peur. Oh, regarde cette forme-là. On dirait pas la bure d'un moine. Moi qui pensais que les moines étaient gentils, maintenant... Ça m'aiguille, toi. Ah, mon cher Paul, il y a toujours eu des brebis galeuses, même chez les moines, car l'homme est ainsi fait. Mais bien au-dessus d'eux, Dieu veille et surveille ses ouailles, un peu comme je vous regarde déambuler entre ces rochers. Et parfois même,
Dieu sait intervenir d'une main vengeresse lorsque l'affront se fait trop grand. Et si ces rochers aux formes tortueuses ne sont pas les pauvres moines pétrifiés, il n'en demeure pas moins l'expression de la toute-puissance du divin.